Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et le CQCD. Présentation sur le marketing par courriel. Je vois déjà quelqu'un qui me souhaite bonjour, j'imagine qu'on m'entend. Je n'ai pas oublié d'enlever mon micro de sur mute, donc ça c'est parfait. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. On a eu une très, très belle réponse de votre part, puis j'ai hâte de partager avec vous des informations concernant le marketing par courriel. Mon but, en fait, c'est qu'à la fin de la présentation de ce courriel-là, vous soyez capable de prendre une ou deux actions rapidement pour augmenter vos ventes en ligne par courriel. Puis, on va regarder, en fait, les différentes façons que vous allez pouvoir le faire. Tiens, pour commencer, en fait, je vais commencer par partager la présentation, puis je vais parler un petit peu plus en détail du déroulement. D'accord. Donc, tout le monde voit ma présentation? Parfait, merci. Pour commencer, en fait, je vais commencer par tenter de contrôler. Oui, c'est ça. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Martin Aubry. Je travaille pour le CQCD. Je suis conseiller en marketing numérique pour le CQCD. Ça fait 3 ans. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille en marketing numérique. J'ai conseillé environ plus de 200 entreprises jusqu'à maintenant. J'ai fait aussi parfois de la consultation à mon propre compte, donc pour MA Marketing, donc Martin Aubry Marketing. Je suis spécialisé dans 3 domaines, l'infolette, les publicités en ligne, le référencement organique. Vous avez peut-être vu quelques-unes de mes formations sur ces autres thématiques-là. Je fais aussi des sites Shopify. Donc, si vous voulez me rejoindre, dans le fond, vous pouvez le faire sur le mamarketing.ca ou tout simplement m'envoyer un courriel. Déroulement du webinaire. Je veux voir avec vous les thèmes qu'on va aborder. On va aborder principalement 3 thèmes. Le premier, fréquence et sujet. Donc, à quelle fréquence vous devez envoyer des courriels et l'importance des sujets de vos courriels aussi. Ce sont des questions, particulièrement pour la fréquence, là, il y a peut-être des gains à faire de votre côté à ce niveau-là. Ensuite, on va parler d'automatisation. Donc, les automatisations que vous devez absolument avoir pour votre commerce et puis les automatisations qui sont les plus rentables. Et ensuite, les statistiques. Dans le fond, la plupart de vos logiciels vont vous donner des statistiques sur vos courriels, les taux d'ouverture, etc. La question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je vais vous donner quelques suggestions pour que vous puissiez agir en conséquence des résultats que vous recevez. Et puis, à la fin, je vais juste ouvrir mon pointeur. À la fin, vous aurez une période de questions à la fin du webinaire. Donc, on va prendre toutes les questions à la fin. Donc, on va essayer de… Généralement, je prends le temps de répondre à toutes les questions. C'est vraiment un gros volume de questions. Au pire aller, je vais vous répondre par courriel par la suite. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer par la fréquence et le sujet des courriels. Première chose que je veux discuter avec vous, est-ce que le marketing par courriel est-il toujours efficace? On a l'impression avec les médias sociaux que les courriels sont de moins en moins importants. Et que les médias sociaux prennent de plus en plus d'importance, que les gens n'ouvrent plus leur courriel, on a trop de courriels, etc. En fait, puis je peux vous dire par expérience aussi, en ayant regardé plusieurs statistiques, plusieurs Google Analytics de plusieurs centaines d'entreprises, les médias sociaux, généralement, vont compter pour très peu dans les ventes que vous faites par courriel. Oui, très peu dans les ventes que vous faites par courriel, évidemment, mais ce que je veux dire, en fait, c'est très peu dans les ventes que vous faites en général. Généralement, un site va vendre peut-être 5 %, maximum 10 % de ses ventes. Et puis là, quand je dis 10 % je suis très généreux, c'est pour certains types de produits qui sont très, très visuels, puis qui ont, pour une raison ou une autre, ont beaucoup, beaucoup de traction. Mais généralement, ça va être 5 % ou moins. Ici, à 0,58 %, vous avez le taux d'engagement des moyens que les
posts sur Facebook, Instagram et Twitter ont. Si on compare le taux d'ouverture d'un courriel, on est à 22,86 %. Donc, ça, c'est une moyenne. Ensuite, vous avez un click-through rate de 3,71 %. Ça veut dire que sur 100 personnes, en fait, vous avez 3,7 personnes qui vont se rendre jusque sur votre site Web. Sur 100 personnes dans les médias sociaux, vous avez 0,58 % des gens qui vont se rendre sur votre site. Donc, et généralement, bien, le courriel va avoir une audience qui va être beaucoup mieux ciblée. Donc, vous allez avoir un meilleur taux de réponse aussi, un meilleur taux de conversion sur le site. Donc, je vous mentionne ça parce que je vois beaucoup de détaillants qui passent énormément de temps sur leurs médias sociaux et qui passent très, très peu de temps sur leur courriel, alors que ça devrait être complètement le contraire, en fait. Passez beaucoup plus de temps sur vos courriels et une stratégie d'acquisition de courriels. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus rentable pour vous que de faire des posts sur les médias sociaux. C'est sûr qu'évaluez-le de votre côté, c'est quoi les ventes que vous faites. T'sais, chaque entreprise est différente, mais généralement, dans la très grande majorité des cas, les courriels vont être gagnants. Ne pas confondre les médias sociaux, je parle des médias sociaux, mais ne pas confondre les médias sociaux et la publicité sur les médias sociaux. Faire de la publicité sur les médias sociaux, c'est un autre créneau. Moi, je parle vraiment de faire des posts sur les médias sociaux qui ne sont pas des publicités. Je parlais de la présence des médias sociaux. Une autre chose dont on a l'impression, c'est que les jeunes ouvrent de moins en moins les courriels. Je vous dirais que les courriels sont probablement la seule technologie qui unit toutes les générations parce que si on regarde les 15-24 ans, 91 % vont utiliser le courriel, 93 % pour les 25-44, puis même pour les 65 ans et plus, on est à 85 %. Donc, on est à une moyenne de 90 %. Le taux d'usage ne diminue pas. Donc, c'est un investissement qui va être rentable pour vous, peu importe l'âge de votre clientèle. Contrairement aux médias sociaux, où parfois un média social va être très efficace pour tel groupe d'âge ou un autre pour tel autre groupe d'âge. Donc, avec le courriel, on vise tous les groupes d'âge. Question que les gens se posent souvent. Envoyez-vous assez de courriels? Est-ce que j'envoie assez de courriels? Bien, il y a 3 points à considérer. Premièrement, qu'est-ce que vous vendez? Donc, si vous vendez des produits qui sont des achats impulsifs, donc on parle de vêtements, on parle de gadgets électroniques, etc. Donc, on parle de produits qui ne sont pas nécessairement très chers. On parle de produits qui sont de consommation assez large. À ce moment-là, vous pouvez avoir une fréquence élevée. Puis on va voir tantôt c'est quoi une fréquence élevée. Si vous vendez des achats de nécessité, donc des assurances, des services, etc., à ce moment-là, vous pouvez avoir une fréquence moins élevée. Tout dépendant en fait du moment où le client se retrouve dans son processus d'achat. Comme par exemple des assurances, on ne va pas acheter ça à chaque mois. Sauf qu'on peut quand même envoyer un courriel à chaque mois sur soit des promotions ou différents types d'informations par rapport aux assurances, sans nécessairement que ça soit transactionnel. Par contre, le jour où vos data vous disent que j'ai un client XYZ qui l'a présentement, selon les actions qu'il a prises, et sur le point d'acheter des assurances, bien là, à ce moment-là, on peut être beaucoup plus intense sur le nombre de courriels qui va être envoyé pour une période donnée de 2 semaines à 1 mois, par exemple. Mais généralement, on va avoir une fréquence moins élevée pour ce type de produit-là. Autre question, combien d'abonnés avez-vous? Si vous avez peu d'abonnés, peut-être devriez-vous considérer une fréquence plus basse. En fait, si envoyer un courriel à 50 personnes ou envoyer un courriel à 50 000 personnes, c'est à peu près le même travail. Donc, si vous avez peu d'abonnés, si vous avez 500 abonnés, même si vous leur envoyez 3 courriels par semaine, à chaque semaine, à un bon moment donné, le revenu que vous allez aller chercher avec ça va être trop bas pour justifier l'effort que vous donnez. Donc, si vous avez peu d'abonnés, bien, peut-être ralentir le rythme, mais aussitôt que vous avez un nombre d'abonnés qui commence à être suffisant, puis ça, vous le savez quand vous avez une réponse qui est suffisante par rapport aux ventes, par rapport à l'interaction, par rapport au nombre de visiteurs, en fait, surtout que vous avez sur votre site Web, bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à augmenter la fréquence. Dans tous les cas,
vous devez envoyer au moins un courriel par mois pour au moins que les gens se rappellent qu'ils sont inscrits à votre infolettre. Ça vous évite grandement d'avoir des gens qui vont se désabonner parce qu'ils vont se dire « Ah, ben, je ne me rappelle plus d'eux autres ou je ne me rappelle pas de m'être abonné à cette liste de courriels-là. » Donc, au moins une fois par mois. Quel est votre taux de désabonnement? Un taux de désabonnement, ça devrait généralement se situer à 0,5 % ou moins. Et je suis pas mal certain que vous avez 0,5 % ou moins de taux de désabonnement. Donc, le taux de désabonnement, généralement, ce n'est pas un obstacle à l'envoi de courriel, à moins que vous en envoyez vraiment, vraiment beaucoup. Et puis que ça monte, bien là, à ce moment-là, vous pourriez diminuer la fréquence, mais généralement, ce n'est pas un facteur. Envoyez-vous assez de courriels? Faites le calcul. Bien, en fait, je peux vous dire que dans la plupart des cas, des gens que je consulte, les gens n'envoient pas assez de courriels. Ici, on a un petit tableau qui vous montre des statistiques par rapport à un nombre de courriels. Donc, je sais que c'est un peu petit, mais je vous explique. Donc, ici, pour le chiffre 1, ça veut dire que c'est le nombre d'infolettes que vous envoyez par semaine. Donc, si vous envoyez un courriel par semaine, généralement, le taux d'ouverture va se situer à 33 % et vous allez avoir un click-through rate ou un clic, le nombre de clics que vous allez rechercher de cette campagne-là va se situer à peu près à 4,65 %. Si vous envoyez 2 courriels par semaine, à ce moment-là, votre taux d'ouverture va descendre, donc va se retrouver à 26,87 %. Votre click-through rate, 3,31 %. Donc, le click-through rate, c'est les gens qui cliquent sur un lien dans votre courriel et qui se retrouvent sur votre site. Donc, juste en prenant ces deux statistiques-là ici, on va faire un calcul ensemble. Si j'envoie un courriel par semaine, donc 4 courriels par mois, et que j'ai 20 000 abonnés, donc ça veut dire qu'au total, je vais faire 80 000 envois dans mon mois et j'ai un taux de clic de 4,65 %. Donc, je vais avoir 3 720 visites qui vont provenir de mon infolettre à chaque mois. Maintenant, on prend exactement la même situation, sauf que là, on va doubler, on va aller à 2 courriels par semaine, donc 8 courriels par mois, toujours à 20 000 abonnés. Donc, au lieu d'avoir 80 000 envois, à ce moment-là, on en a 160 000. Le taux d'ouverture va tomber à 3,31 % versus le 4,65 %. Donc, vous vous retrouvez avec 5 296 visites. Donc, ça veut dire que vous avez 42 % d'augmentation du nombre de visiteurs sur votre site. Et ça, vous avez fait ça comment? Tout simplement en doublant le nombre de personnes, en doublant le nombre d'envois que vous avez sur votre site. Si vous gardez un taux, le même taux de conversion, ça veut dire que vos ventes vont augmenter de 42 % par votre canal d'infolettre. Les gens ont très peur d'envoyer beaucoup de courriels. Ici, j'ai mis cette statistique-là parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça ici, le 1, 2, 3, ça va jusqu'à 25, c'est le nombre de courriels que vous envoyez par semaine. Et ici, c'est le nombre de visites moyennes par abonné. Donc, j'ai encerclé ici. En fait, ici, on est dans le nombre optimal de courriels envoyés par semaine par rapport au nombre moyen de visites. Et ce chiffre-là se situe à 6 courriels par semaine. Là, est-ce que je vous dis d'envoyer 6 courriels par semaine? Non, pas nécessairement. Ça dépend du nombre d'abonnés que vous avez, ça dépend du type de produit que vous avez. Mais c'est juste pour vous montrer que, dans le fond, vous pouvez quand même pousser beaucoup plus que ce que vous faites présentement, probablement, le nombre de courriels que vous envoyez. Et puis, votre taux, le taux est optimal à 6 par semaine. Donc, ça vous montre à quel point, des fois, on a peur du taux de désabonnement, on a peur d'achaler les clients, mais dans le fond, il faut envoyer vraiment beaucoup de courriels avant que les gens décident de se désabonner pour cette raison-là spécifiquement. D'ailleurs, parlons du taux de désabonnement. Le taux de désabonnement, ne le prenez pas personnel. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles une personne va se désabonner de votre infolettre qui sont autres que les gens, j'envoie trop de courriels ou les gens me trouvent trop fatigant. C'est sûr que trop de courriels, c'est une des raisons pour lesquelles les consommateurs vont se désabonner. Maintenant, le
consommateur qui trouve qu'il reçoit trop de courriels. Pardon. Donc, le consommateur qui trouve qu'il reçoit trop de courriels, ben, peut-être qu'il n'est pas si intéressé par vos produits à ce moment-ci ou il l'est moins qu'il l'était. Donc, ça, des fois, on dit « Ah, je reçois trop de courriels, mais je reçois trop de courriels qui ne m'intéressent pas, en fait. » C'est ce que le client veut dire. 43% disent que le contenu n'est plus intéressant pour eux et 43% ne reconnaissent pas la marque pour laquelle ils reçoivent des courriels. Donc, ce qui est à retenir là, de tout ça, c'est que c'est normal que des abonnés se désabonnent de votre infolette. Puis, en fait, ce qu'il faut vous assurer, évidemment, c'est de toujours garder un œil. Si on voit que le taux de désabonnement grimpe vraiment à plus de 0,5 %, bien là, de garder un œil là-dessus. Mais surtout, votre infolette, il faut constamment ajouter des gens à votre infolette. C'est comme ça que vous allez contrebalancer le fait qu'il y a des gens qui vont se désabonner. Donc, c'est rare qu'on va rester avec une entreprise pour la vie. Souvent, c'est à certains moments de notre vie, on a des besoins particuliers. Si on est parent, si on n'est pas parent, si on est en train de s'acheter une voiture. Donc, il y a plein de raisons pour se désabonner. Donc, ne le prenez pas personnel. Deuxième thématique du premier bloc, le titre de courriel. Donc, l'objet de votre courriel, comme mentionné ici, est l'élément le plus important de tous. Donc, et c'est tout à fait vrai, vous pouvez avoir le meilleur courriel au monde si votre titre est plate, si votre titre ne remplit pas certains critères, bien, les gens n'ouvriront pas votre site. Il faut comprendre que le courriel, c'est du travail d'équipe. Dans le fond, là, le premier, c'est le sujet qui doit amener à l'ouverture du courriel. Le contenu du courriel doit amener au clic. Le clic amène vers le site web. À ce moment-là, le site web, c'est lui qui reprend la balle puis qui continue le travail. Donc, chaque élément est important dans le courriel et chaque élément a un mandat à remplir. Le mandat du sujet, c'est que la personne ouvre le courriel. Contenu d'une ligne d'objet efficace. Donc, j'ai mis quelques petits trucs ici qui sont utilisés beaucoup. Premier, utiliser une émoticône. Et vous remarquez ici que c'est écrit une émoticône. Okay? On ne veut pas en mettre trop. Pourquoi? Parce que premièrement, ça fait un petit peu sapin de Noël, puis là, ça devient. On ne sait plus où porter les yeux parce que là, il y a trop de couleurs sur le titre. On va passer à côté de l'information qu'on veut communiquer. Le client va passer à côté. L'autre chose aussi, c'est que votre émoticône, dans le fond, est censé communiquer, être une prolongation de ce que vous communiquez dans votre sujet. Si vous avez deux émoticônes différents ou trois émoticônes différents, qu'est-ce que vous essayez de communiquer dans votre courriel? C'est moins clair. Donc, un émoticône. Au pire, allez, vous pouvez mettre le même au début et à la fin, mais je conseille quand même d'en mettre un. Utiliser un ou deux nombres. Donc, ça, c'est les chiffres, c'est simple à comprendre. 10, 15, 20, les 10 meilleurs restaurants à Montréal, les 5 meilleures façons de perdre 10 livres ce mois-ci. Ce genre de concept-là simplifie beaucoup la compréhension pour notre cerveau d'être humain. Donc, l'utilisation des chiffres, et vous remarquerez ça, c'est beaucoup utilisé dans les titres. Tout ce qui est viral, pas juste dans les courriels, les top 10, les ci, les ça, bon, c'est beaucoup utilisé. Vous remarquez, les chiffres, c'est très, très utilisé. Une autre chose que vous pouvez utiliser, des majuscules. Là, quand je dis des majuscules, premièrement, c'est utiliser parfois des majuscules et utiliser un mot seulement en majuscule. Donc, le mot que vous considérez qui est le plus intéressant dans votre titre, vous pouvez le mettre en majuscule complète. Utilisez des titres courts, 5 à 6 mots environ. Notre cerveau d'être humain n'est pas très bon pour avoir une très bonne concentration. Donc, si on est trop compliqué dans ce qu'on a à communiquer, les gens ne le liront pas. 5 à 6 mots, là, dans le fond, ça vous force à réfléchir à qu'est-ce que j'offre exactement et comment le faire, comment le dire de la façon la plus simple possible. Donc, ça vous force à simplifier votre message, puis ça vous aide, dans le fond, c'est un exercice qui va vous aider à être beaucoup plus concis dans votre exercice,
puis qui va améliorer votre taux d'ouverture aussi. Utilisez des mots encourageant l'ouverture. Ici, vous avez une foule de mots qui sont très intéressants à insérer dans un sujet et qui vont augmenter votre taux d'ouverture. Il y a plein de listes, si vous faites des recherches en anglais, qui vont vous parler de tous les types de mots que vous pouvez utiliser pour encourager tel ou tel sentiment, par exemple. Donc, vous pouvez vous inspirer des listes en anglais. J'en ai cherché en français, je n'ai pas trouvé. J'ai fait une petite traduction ici. Mais je voulais surtout aussi vous parler du mot gratuit. Le mot gratuit, c'est le mot qui vend le plus en marketing. C'est le meilleur mot. Gratuit, ce n'est pas comme zéro, c'est gratuit. Notre cerveau ne le traite pas de la même façon. Donc, quand vous avez la chance de l'utiliser, bien, utilisez-le. Si vous avez une promotion de shipping gratuit, bien, utilisez le mot gratuit. Si, des fois, je vois cette erreur-là, des gens qui vont faire acheter un produit à 100 $ et obtenir le deuxième pour 1 $ seulement. Non, obtenir le deuxième gratuitement, ça va être beaucoup plus efficace. Donc pensez à ça, en fait, à ce terme-là quand vous composez vos sujets. Des exemples de types de courriels. Je suis désolé, ils sont en anglais. Je suis abonné à beaucoup de listes de courriels en anglais. D'ailleurs, je vous encourage à faire la même chose. Ça vous aide à vous inspirer, en fait, quand vous envoyez des courriels et puis vous manquez d'inspiration. Vous pouvez regarder ce que vous recevez, utiliser les grandes bannières et regarder ce qu'eux font. Donc, ici, j'ai encerclé en vert les éléments positifs de chacun des courriels. Donc, 70 %, donc on a un chiffre. Off, c'est un mot positif. Everything, majuscule. Sell, c'est un mot positif. Émoticône. Donc, ça c'est un titre pratiquement parfait. Ici, encore émoticône. Flash sale en majuscule, 20 %. Là, je n'ai pas encerclé le off, mais j'aurais pu le faire. This weekend, ça c'est un mot positif parce que c'est dans le temps. C'est maintenant. Je n'ai pas parlé, mais les points d'exclamation, les points d'interrogation, ça aussi, c'est positif. Émoticône, encore une fois. Celui-là, il y a juste un élément positif, mais je voulais vous le mentionner quand même parce que tout dépendant de ce que vous avez à communiquer, des fois, ça peut être une bonne chose. Ça, ici, c'est un courriel de McDonald's. Donc, en fait, leur message, c'est on peut amener, ayez votre commande livrée à votre auto. C'est ça le titre du courriel. Mais en fait, là, le seul message qu'eux ont à communiquer, c'est ça. Donc, j'ai même pas besoin que tu ouvres le courriel pour te communiquer tout ce que j'ai à te dire. Donc, je vais l'inclure directement dans mon titre. Ça peut être une bonne stratégie aussi pour vous. Des fois, donc, le taux d'ouverture devient plus important. Je veux juste que tu lises mon titre puis tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si tu auras plus de détails, évidemment, tu vas pouvoir ouvrir le courriel puis aller voir comment je fais pour passer une commande, pour qu'il soit livré à l'auto. Mais là, on comprend le message que je vais chez McDo, maintenant, j'ai ma commande qui peut être livrée à mon auto. N'oubliez pas votre aguiche. Donc, si le sujet de votre courriel est l'élément le plus important de votre courriel, l'aguiche vient certainement en deuxième position. Donc, l'aguiche, c'est quoi? Là, je suis désolé, c'est un peu petit ici. C'est la partie que l'on voit de votre courriel, donc l'espèce de preview. En anglais, ça s'appelle un teaser. Dans le fond, c'est la partie qu'on voit sans avoir à ouvrir le courriel. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est généralement répéter en d'autres mots ce qui est écrit dans votre courriel. D'ailleurs, on peut le voir ici, là, je vais vous le dire, 70 % everything off, everything in sale. Puis ça nous dit « Final sale is happening now. Enjoy 70% of all sale items online and in store. Shop women, blablabla. » Donc, ici, on répète, en fait, en d'autres mots, ce qui est répété ici. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez piquer la curiosité des lecteurs en n'incluant qu'une partie de l'information. Par exemple, nos collections les plus populaires, toutes nos collections les plus populaires sont en rabais, par exemple. Ah, c'est quoi ces collections-là? Je vais cliquer, je veux savoir. Donc, la guiche peut être utilisée dans cette optique-là aussi. Je vais parler un petit peu des tests AB. C'est très populaire, on en parle beaucoup. Un test AB, c'est quoi? Vous envoyez un courriel
Par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, 20 000 abonnés à votre infolette. Vous demandez quel sujet ou quel teaser est le meilleur pour vous. Et puis là, vous dites, je vais envoyer un test AB. Donc, j'ai 5 000 abonnés qui vont recevoir la version A de mon test avec mon sujet A. J'ai 5 000 qui vont recevoir le sujet B. Le plus populaire de mon A ou de mon B, dans le fond, la balance de ça, la balance des 10 000 abonnés qui me restent, vont recevoir la version la plus populaire. Donc, les tests AB, c'est une bonne pratique. J'ai absolument rien contre ça. Par contre, ce n'est pas nécessairement profitable pour vous de le faire tout dépendant de votre situation. En fait, généralement, pour qu'un test AB ait une valeur statistique significative, il faut au moins avoir 5 000 abonnés à votre infolette. Non, en fait, ce n'est pas vrai. Il faut que votre version soit envoyée à au moins 5 000 abonnés. Donc, 5 000 abonnés qui reçoivent la version A, 5 000 abonnés qui reçoivent la version B. Si vous faites moins que ça, les chances que ce soit la bonne réponse que vous ayez ou que ce soit la bonne version du test qui soit la gagnante, c'est moins certain. Donc, vous imaginez que si vous envoyez 5 000 à la version A, 5 000 à la version B, vous avez déjà envoyé à 10 000 personnes. Dans le cas d'une liste à 20 000, c'est correct. Il y a 10 000 personnes qui vont recevoir la version optimisée. Par contre, si vous avez 5 000 abonnés, vous en envoyez 1 500 à A, 1 500 à B, puis vous envoyez la balance 1000 pour le gagnant. Bien là, dans le fond, il y a 1 500 personnes qui vont avoir reçu la mauvaise version de votre courriel versus 3 500. Donc, c'est quand même un gros pourcentage par rapport au total de votre infolette. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous mentionner et qui est à garder en tête si vous voulez faire des tests AB. Un autre point aussi, ne tester qu'une variable. OK? Donc, généralement, comme je vous mentionnais tantôt, l'élément le plus important, puis ce qui va faire la différence, en fait, pour votre courriel, dans la majorité des cas, ça va être votre sujet. Donc, testez votre sujet. Si vous commencez à tester votre sujet et votre teaser, bien là, vous vous retrouvez 2 sujets et 2 teasers, ça vous fait 4 versions différentes de votre infolette. Donc là, vous êtes rendu à 20 000 personnes juste pour faire vos tests. Donc, ne testez que le sujet pour commencer. C'est ce qui va faire la plus grande différence de toute façon. Automatisation. Les automatisations, c'est quoi? En fait, les automatisations, ce sont des courriels qui sont envoyés de façon automatisée selon les comportements et achats de vos clients. Donc, c'est un courriel qui s'envoie automatiquement dans certaines situations et vous faites juste programmer votre automatisation et quand l'événement survient, bien à ce moment-là, le courriel est envoyé. Je vais me concentrer sur 4 automatisations essentielles pour votre site transactionnel et je vais commencer par l'automatisation qui est la plus importante que vous devez absolument avoir sur votre site. Si vous ne l'avez pas, s'il vous plaît, faites-le tout de suite après notre rencontre. C'est la séquence de bienvenue. Je vous explique pourquoi c'est si important que ça. Vous avez été sûrement sur un site qui vous dit « Ah, bien, abonnez-vous à mon infolette, je vous donne 10 % sur le premier achat. » Pourquoi les entreprises font ça? Bon, un nouvel abonné à votre infolette vous dit plusieurs choses. Vous dit premièrement, je connais ton entreprise, ton offre m'intéresse. Je ne m'abonnerai pas pour obtenir 10 % de rabais si je n'ai pas d'intérêt à le faire. Et je vais faire un achat prochainement. Parce que si je veux un rabais maintenant, c'est probablement parce que je vais faire un achat prochainement. Est-ce que ça va être avec toi? Ça reste à voir. Mais je vais faire un achat prochainement. Donc, si vous pensez à un tunnel d'acquisition, où vous avez au haut tous vos clients qui entrent, vous avez au bas vos clients qui achètent, bien, le client qui vous donne votre infolette, là, il n'est pas en haut ici, là, il va plus se retrouver pas mal bas, en fait. Donc, c'est un client qui est très, très important, qui est déjà qualifié. Donc, c'est un client qui est très, très important. Meilleure pratique ici, une autre petite chose que je veux mentionner par rapport à ça. La séquence de bienvenue est primordiale pour votre site. Cette séquence pourrait transformer des campagnes publicitaires déficitaires en profits intéressants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous investissez en publicité et que vous amenez des gens sur votre site Web, le taux de conversion pour les publicités, c'est 2 %. Ça veut dire que vous payez pour 100 % des gens qui se rendent sur votre site.
Donc, ça veut dire que pour 100 des gens qui rentrent sur votre site, il y en a 98 qui vont sortir de votre site et qui ne vous reverrez plus jamais. Par contre, si vous avez une offre intéressante qui apparaît et que vous avez un abonnement à votre infolette, à ce moment-là, vous allez être capable peut-être d'aller chercher 5 peut-être 10 des visiteurs du site qui vont s'abonner à votre infolette. Donc ça vous permet de rejoindre ces gens-là après de façon gratuite. Vous avez payé pour la première fois, mais la deuxième fois, vous les rejoignez de façon gratuite. Donc, la séquence de bienvenue, par la suite, est encore plus importante parce que là, vous allez faire un suivi serré avec ce client-là. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, votre taux de conversion va devenir beaucoup meilleur. Peut-être qu'au lieu d'être 2 ça va devenir à 3 si on va inclure les clients qui sont abonnés à l'infolette. Puis si vous faites ça, bien là, soudainement, bien, 2 puis 3 c'est une différence énorme dans la rentabilité d'une publicité. Obtenez l'adresse courriel de vos visiteurs. Ouais. Je vais revenir sur l'automatisation, qu'est-ce que ça peut avoir là dans le concret, là. Mais ce que je veux surtout vous montrer, excusez-moi, c'est ici, obtenez l'adresse courriel de vos visiteurs. Utilisez un pop-up. Je sais que tout le monde me dit « Ah, j'aime pas ça les pop-up, les pop-up, c'est fatigant. Moi, quand je vois des pop-up, je sors du site. » C'est vrai que les pop-up, c'est fatigant. Je suis d'accord avec vous. Des fois, on arrive sur un site puis ça a l'air d'un sapin de Noël, là, ça flash partout. Je ne vous encourage pas à faire ça, mais je vous encourage définitivement à en faire un. Le problème avec les pop-up, c'est, oui, c'est fatigant, mais le problème principal, c'est que ça fonctionne. Les gens qui s'abonnent à votre infolette vont faire des achats. Donc faites-le. Faites-le sur votre site. C'est la meilleure façon d'augmenter le nombre d'abonnés à votre infolette. Là, maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'offrir un rabais? Pas nécessairement. Allez-y selon ce que vous pouvez offrir plein de choses. On va y revenir, là, dans le fond. Bien, on va y revenir. On va en parler maintenant. Voici des offres qui peuvent être intéressantes à mettre dans des fenêtres promotionnelles. Offrir un rabais, évidemment. Ça, c'est un classique. Offrir l'expédition gratuite. On a le mot gratuit ici, le fameux mot gratuit. Offrir un item gratuit. Donc, on revient avec gratuit encore. Offrir un document informatif. Donc, ce sont tous des choses que vous pouvez offrir à votre client ou, encore plus simplement, tout dépendant de votre brand, des fois, on ne peut pas offrir des rabais, tout dépendant de ce que vous vendez. Bien, vous pouvez leur offrir simplement de s'abonner. Dites-leur, qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre infolette? Pourquoi ils devraient s'abonner? C'est quoi l'avantage pour eux? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme information? Donc, voilà pour aller chercher de nouveaux clients. On va revenir aux questions, Maxime, à la fin. Donc, je vais vous montrer un exemple de séquence de bienvenue. Donc, je vous encourage à les mettre. Là, vous pouvez quand même les mettre dès maintenant dans le Q&A. Si vous avez des questions, on va tous les passer à la fin. Ici, vous avez un exemple de séquence de bienvenue. Je reviens. Donc, une séquence de bienvenue, ça ressemble à ça. Ça, c'est une séquence classique. Donc, ça ressemble à quoi? Immédiatement, le client s'abonne avec votre pop-up. Il va recevoir une confirmation avec un code rabais. Donc, merci de vous être abonné. Voici ton code rabais. 24 heures après, la personne, on va envoyer un courriel de bienvenue. Le courriel de bienvenue, c'est quoi le but? Le but, c'est de vous présenter en tant qu'entreprise. On ne veut pas commencer par une relation transactionnelle tout de suite avec le client. Donc, vous pouvez vous présenter, vous pouvez parler des produits que vous offrez, vous pouvez parler de votre philosophie, vous pouvez parler du type de contenu qu'ils vont recevoir dans leur infolette. Vous pouvez vous présenter si vous êtes une petite entreprise, que vous faites tout vous-même, vous pouvez mettre des photos puis juste les remercier de s'être abonné à l'infolette. 5 jours après, on va rappeler la promotion. Oui, je voulais juste te dire, tu as un code rabais que tu as demandé il y a 5 jours. Il est encore valide, donc si tu veux l'utiliser, fais-le. Voici quelques produits qui pourraient peut-être être intéressants pour toi. 9 jours après, on va faire un autre appel de la promotion qui va être un rappel final, genre moins de 24 heures pour profiter de ton rabais. Oui, je voulais te rappeler une dernière fois que tu as droit à un rabais, donc si tu veux l'utiliser, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, mais il faudrait que tu le fasses rapidement parce qu'à minuit ce soir, il sera plus valide. Donc, en gros, ça ressemble à ça.
Ça peut varier plus ou moins, mais juste, et puis je vous mentionnais, juste de faire ça sur votre site pour vous, et puis c'est quand même pas particulièrement compliqué à faire là, au niveau des automatisations. Juste ça, ça peut faire une différence énorme pour vous. Une autre automatisation intéressante à faire, les relances de panier abandonnés. Donc, c'est quoi une relance de panier abandonné, un cart recovery en anglais? C'est un courriel qui est envoyé aux gens qui ont visité votre site Web, qui ont ajouté des produits à leur panier, qui n'ont pas complété leur achat, mais qui ont quand même commencé le processus de checkout et qui vous ont donné leur adresse courriel. Donc, ça veut dire que vous avez, la personne a ajouté quelque chose dans son panier et vous avez son adresse courriel. Donc, un cart recovery, c'est qu'on va envoyer un courriel qui va dire « Hey, est-ce que tu as oublié de compléter ton achat? » Donc, à ce moment-là, on envoie ce courriel-là et puis il va y avoir un lien dans le courriel qui va ramener exactement au panier avec le contenu du panier, puis la personne va pouvoir reprendre son processus de checkout à ce moment-là à partir du lien dans le courriel. C'est un courriel qui est intéressant à voir, qui est même très intéressant à voir. Par contre, ce n'est pas un coup de circuit. Pourquoi? Bien, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de conditions à respecter pour que le cart soit abandonné. Mais si vous pouvez le faire, il y a des systèmes qui vont le faire quand même de façon assez simple pour vous. Je pense à Shopify, entre autres, qui a un courriel qui est déjà fait, puis dans le fond, c'est pratiquement une case à cocher, puis c'est tout. Donc, à ce moment-là, ça vaudrait la peine de le faire. Mais il faut quand même savoir un peu de clients qui vont sur votre site et qui ont des cartes abandonnées. Petite chose par rapport aux meilleures pratiques. Envoyez votre premier, on se demande toujours à quel moment on devrait l'envoyer. Envoyez votre premier courriel rapidement. Les meilleurs taux de succès ont lieu lorsque le premier appel survient 1 heure après l'abandon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne a oublié quelque chose dans votre panier, bien, 1 heure après, si elle n'a pas poursuivi son check-out, on lui envoie tout de suite un courriel. « Hey, est-ce que tu as oublié de faire ton check-out? » Pourquoi on fait ça? Parce que c'est frais dans la tête de la personne. 24 heures après, ça commence à être tard. Peut-être qu'elle a fait son achat ailleurs. Donc, ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, qu'on voit parfois, mais c'est une pratique à laquelle il faut faire attention quand même, c'est que si on voit que la personne n'a pas fait un achat, on peut faire un deuxième rappel et lui donner 10 de rabais, par exemple. Ah, ben, peut-être que ça t'aiderait à compléter ton achat, un petit 10 de rabais. Ben, voici, utilise ce code-là dans ton processus de checkout. Ça, c'est une autre option que vous pourriez utiliser. Autre automatisation, les campagnes de reconquête. En fait, les campagnes de reconquête, ça s'adresse à vos abonnés qui sont inactifs. Un abonné inactif, c'est quoi? C'est un abonné qui n'a pas ouvert de courriel provenant de votre infolette dans la dernière ou les 2 dernières années. Je dis la dernière ou les 2 dernières années parce que ça dépend de ce que vous vendez. Des fois, le processus d'achat, ce n'est pas un achat qui va être fait fréquemment. Donc, 1 année pour des vêtements, par exemple, ce serait probablement suffisant. 2 années pour d'autres types de produits qui s'achètent peut-être moins fréquemment pourraient être applicables aussi. Donc, un abonné inactif, c'est quelqu'un qui n'a eu aucune interaction. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas ouvert un courriel, même dans la dernière année. Donc, pourquoi vous voulez faire ça? Bien, premièrement, vous subissez une perte d'opportunité. Si vous réactivez votre client, ça va vous permettre de rejoindre une plus grande part de vos abonnés, puis ça va augmenter vos ventes. Si vous avez, je ne sais pas moi, 10 000 abonnés ou, admettons, 100 000 abonnés, et que vous avez, je ne sais pas moi, 20 000 abonnés qui sont inactifs, si vous faites une campagne de reconquête comme ça, bien, à ce moment-là, vous pourriez peut-être aller faire baisser votre nombre de clients inactifs de, je sais pas moi, de 20 000 à peut-être 15 000 d'inactifs. Donc, vous avez 5 000 personnes, nouvelles personnes qui sont actives dans votre liste. Donc, ça devrait augmenter normalement votre taux de conversion. L'autre raison pour laquelle vous voulez faire ça, parce que vos frais d'envoi d'infolette sont souvent reliés à votre nombre d'abonnés. Donc, réduisez vos frais. Si vous payez pour envoyer à des abonnés qui n'ouvrent pas votre infolette, à ce moment-là, ce serait une belle économie de coût pour vous de supprimer ces abonnés-là. Donc, comment ça fonctionne une campagne de reconquête? C'est que ça peut être fait de façon automatisée. Donc, aussitôt qu'une personne, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas interagi, vous pouvez envoyer un courriel avec un
soit un code rabais exclusif, une offre exclusive sur des produits que vous avez en fin de gamme, par exemple. Donc, il faut que ce soit un rabais qui soit significatif. Il faut que ça fasse une différence pour la personne. Et dans le fond, au lieu d'envoyer ça à vos clients qui vont de toute façon acheter avec vous, mais en envoyant des clients plus potentiels, c'est là que vous allez réactiver ces clients-là. Donc, vous pouvez envoyer un courriel, 2 courriels. Si on voit que la personne n'interagit toujours pas avec les courriels, à ce moment-là, vous pouvez carrément l'exclure de la liste. Une pratique aussi que je vois de plus en plus, c'est qu'on va envoyer un courriel, puis le contenu, ça va être « Est-ce que tu veux toujours recevoir des courriels? » « Hey, salut, je vois que ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert nos courriels. Je voulais savoir si tu étais toujours intéressé à les recevoir. Si tu es toujours intéressé à les recevoir, tu as juste à cliquer ici. Sinon, on va juste t'enlever de la liste. » Ça aussi, ça peut être une pratique qui peut être intéressante puis qui pourrait donner de bons résultats. Je ne l'ai jamais essayé, moi, personnellement, mais j'ai l'impression que le taux d'ouverture peut être quand même assez élevé. Parce que des fois, les gens veulent rester abonnés, mais ils ont juste comme oublié de votre courriel ou ils n'ont juste pas ouvert tout simplement dernièrement, mais ils veulent quand même recevoir l'information. Une autre automatisation, les demandes de commentaires à la suite d'un achat. Les commentaires sur votre site sont désormais vitaux pour le succès de celui-ci. Automatiser des courriels demandant des commentaires est la meilleure façon d'en obtenir. Si vous voulez obtenir des commentaires sur votre site, la façon la plus efficace, c'est en faisant des demandes par courriel. La meilleure façon, c'est de l'automatiser. Comment ça fonctionne? J'ai acheté un produit. 2 semaines après, je vais vous envoyer un courriel au client pour lui demandant « Hey, est-ce que tu aimes mon produit? Est-ce que s'il te plaît, est-ce que tu pourrais communiquer ton expérience avec d'autres clients? Parce que c'est important pour nous que si on t'a offert un bon service, on aimerait ça que tu puisses partager ton expérience. » Donc, ça, c'est quand même relativement facile à faire. Et puis, c'est quand même aussi profitable pour votre entreprise, comme je mentionnais. Meilleure pratique, c'est sûr que quand on veut des commentaires sur un site web, on veut des commentaires positifs. Là, maintenant, comment on fait pour un petit truc que je vous donne? Si vous voulez éviter d'envoyer ce courriel-là à des gens qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas été satisfaits de leur expérience, à ce moment-là, vous pouvez envoyer un courriel qui va demander « Êtes-vous satisfait de votre expérience? » Donc, on envoie un courriel de type 1 à 5. Donc, la personne reçoit le courriel « Oui, vous avez fait un achat récemment. Est-ce que vous êtes satisfait? » Puis là, il va y avoir 5 liens, 5 chiffres, en fait, 1 étant très insatisfait, 5 étant très satisfait, et cliquez juste pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Si la personne clique 4 ou 5 ou 3, à ce moment-là, vous pouvez, la personne en cliquant ce chiffre-là va être ramenée sur une autre page qui va lui demander un commentaire sur le site. Donc, on ramène à la page du produit. Et on lui dit merci, on est content de savoir que vous avez vous avez été heureux avec votre expérience, que vous pouvez nous laisser un commentaire. Si la personne clique 1 ou 2, à ce moment-là, elle va être redirigée vers une autre page qui va être nous sommes désolés que vous ayez eu une mauvaise expérience avec nous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, à ce moment-là, le client qui est insatisfait est redirigé vers le service à la clientèle. Le client qui est satisfait est redirigé vers la demande de commentaires. Statistiques par rapport au courriel. Questions qui me sont souvent posées. Mon taux d'ouverture, est-ce qu'il est bon? Est-ce que mon taux de clic est bon? Ça ressemble à peu près à ça, un taux d'ouverture. Donc, 20 vous êtes dans la bonne moyenne. Donc, ça, c'est pour votre taux d'ouverture. Votre taux de clic va varier entre... Là, ici, je dirais que c'est peut-être un petit peu haut. Je dirais que généralement, ça va plus être dans le entre 3 et 5 plus 3 à 4 de taux de clic. Ça va ressembler beaucoup à ça, vos courriels. Donc, ça premièrement, c'est un bon indice pour vous pour savoir est-ce que ce que vous communiquez à vos clients semble intéressant.
Puis des fois, ça peut vous informer beaucoup aussi sur la qualité de votre liste. Donc, si vous avez beaucoup d'abonnés à qui vous envoyez et qui sont inactifs, bien, c'est sûr que ça va être très difficile pour vous d'atteindre 20 de taux d'ouverture, puis 3, 4, 5 de taux de clic. Première chose, avant de parler un petit peu plus des statistiques, recevez-vous des statistiques complètes? Dans le cadre de e-commerce, vous devriez avoir accès aux chiffres de vente pour chacun des courriels que vous envoyez. Donc, ça veut dire que généralement, dans votre gestionnaire d'infolettes, vous allez avoir ces chiffres-là. Mais vous voulez aussi vous assurer que ces chiffres-là vont être envoyés vers Google Analytics. OK? Donc, pourquoi vous voulez que les chiffres soient envoyés vers Google Analytics? Parce que Google Analytics va être capable de mélanger, ou bien pas de mélanger, mais de mettre tous vos chiffres ensemble et de les classer par canal. Donc, vous allez être capable de dire, bon, ben moi, dans mon dernier mois, j'ai tant de revenus qui sont venus de mon référencement organique, j'ai tant de revenus qui sont venus de mes publicités, j'ai tant de revenus qui sont venus de mes courriels, tant de revenus qui sont venus de mes médias sociaux. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment une bonne idée d'où vos revenus viennent et puis ça vous dit aussi sur qu'est-ce que vous devriez vous concentrer. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces données-là dans Google Analytics aussi. Et dans Google Analytics, dans le fond, vous allez avoir exactement les données en dollars de ce que vous avez vendu. Si vous n'avez pas un site transactionnel, vous pouvez ajouter des conversions dans Google Analytics pour mieux mesurer vos résultats. Des fois, la mesure de votre résultat, c'est je veux que mon client complète un formulaire, je veux que mon client prenne un rendez-vous avec moi, je veux que mon client s'abonne à mon infolette. Ça peut être, toutes ces actions-là peuvent être considérées comme des conversions. Donc, à ce moment-là, vous pouvez ajouter des conversions dans Google Analytics et ça va vous permettre de mieux mesurer vos résultats parce que vous allez savoir combien de gens de mon infolettre, bien là, c'est sûr que combien de gens de mon infolettre s'abonnent, ont pris un rendez-vous, par exemple, en ligne. C'est sûr que mon idée d'abonnement, la personne s'est abonnée à mon infolettre, bien, par infolettre est probablement déjà abonnée, mais vous pouvez mesurer d'autres types de conversions. Donc ça, c'est pour les informations que vous devriez vous assurer d'avoir quand vous avez une infolettre. Concentrez-vous sur les clients qui interagissent avec votre courriel. Vous ne recevez pas une tonne d'informations, vous recevez quand même des informations qui sont pratiques pour vos infolettes, mais en général, les deux informations majeures que vous allez recevoir, c'est qui sont les abonnés qui ont ouvert votre courriel, puis qui sont les abonnés qui ont cliqué sur un lien. C'est principalement ces deux choses-là. Maintenant, je vous suggère qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette information-là. Donc, vous avez envoyé un courriel et vous avez eu un taux d'ouverture de 20 %. Donc, il y a 80 % des gens qui n'ont pas ouvert le courriel. Donc, une des pratiques que je conseille beaucoup, c'est de recibler les gens qui n'ont pas ouvert le courriel et de leur réenvoyer le courriel, peut-être 3 ou 4 jours après, exactement identique avec le même titre. OK? Donc, vous pouvez faire ça pour chacune de vos campagnes. Donc, pourquoi vous voulez faire ça? Parce que peut-être que la personne a tout simplement manqué le courriel. Peut-être que la personne voulait ouvrir le courriel et ne l'a pas ouvert. Puis, en l'envoyant de la façon exactement identique, là, la personne va se dire « Ah oui, c'est vrai, ils m'ont envoyé ça, ce courriel-là, ça va l'air intéressant, ça me revient à l'esprit, je vais le réouvrir. » Donc, vous ne tentez pas de lui faire croire qu'il y a un contenu différent, il y a un titre différent. Dans le fond, c'est le même contenu, la même chose. C'est une façon aussi, si on parlait de la fréquence des courriels, c'est une façon d'augmenter votre fréquence de courriel très, très simple et qui est très, très efficace. Vous pourriez être surpris. Souvent, quand on fait une deuxième ouverture, on peut avoir un taux d'ouverture qui va être dans le 5 à 10 %. Et donc, ça fait que pour le total, si vous avez 20 %, vous allez vous retrouver avec 25-30 % de taux d'ouverture. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très intéressant à faire. Surtout si vous n'envoyez pas une tonne de courriels. Donc, si vous envoyez 2 courriels, comme je le mentionne ici, si vous envoyez 2 courriels ou moins par mois, c'est une excellente pratique pour vous. Donc ça, c'est pour les non-ouvertures. Donc, ce que vous pouvez faire avec qui a interagi avec votre campagne.
Maintenant, ceux qui ont réagi avec votre campagne, par exemple, un client qui a ouvert ou un client qui a cliqué sur le lien. Donc, ce client-là, c'est un client qui est probablement très intéressant. Donc, je donne une stratégie qui est très, très bonne pour le B2B, soit dit en passant. Vous pouvez contacter par téléphone ou par courriel les gens qui ont cliqué sur le lien. Admettons que vous avez une campagne très, très intéressante pour vos clients un mois donné. Vous voulez, vous envoyez évidemment cette offre-là par courriel et il y a des gens qui les ouvrent. Les gens qui ont ouvert sont beaucoup plus près d'un achat que la personne qui n'a pas ouvert. La personne qui a cliqué est encore plus près d'un achat. Souvent, quand on fait du B2B, on va parfois contacter les clients par téléphone. Ou on peut leur envoyer un courriel personnalisé d'une personne ou de la personne qui s'occupe du client précisément pour faire un suivi avec cette personne-là. Donc, au lieu d'essayer de faire ça at large à tout le monde, on va se concentrer sur rejoindre les clients qui ont déjà interagi avec la campagne, donc qui risquent d'offrir un meilleur retour sur investissement que ceux qui n'ont pas fait ça. Donc, si vous avez des campagnes qui sont en cours, qui s'échelonnent sur un mois, regardez beaucoup cette information-là, puis vous pouvez agir en conséquence. C'est déjà complet. Est-ce que, maintenant, Sarah, je ne sais pas si tu es toujours là, si vous avez des questions dans le Q&A, je n'ai pas eu la chance de regarder s'il y avait des questions. Donc, si vous avez des questions, ce serait un bon moment pour y répondre. Alors oui, Martin, on a des questions. Allons-y avec une première question de Jean-Sébastien. Pour les mots qui encouragent l'ouverture, j'ai souvent entendu dire que de mettre des mots comme gratuit, promotion, rabais fait en sorte que le courriel a plus de chances de se retrouver dans les spams. Est-ce vrai? C'est difficile à dire. En fait, oui, techniquement, c'est un courriel qui pourrait se retrouver plus dans les spams. C'est vrai que c'est un bon point. Par contre, généralement, c'est pour ça que c'est peut-être pas une bonne chose de toujours avoir des campagnes très, très intenses de 70 de rabais, puis que tout est toujours gratuit, puis vous offrez la meilleure offre au monde à chaque semaine. Si vous l'utilisez avec parcimonie, généralement, vous allez envoyer votre courriel à des gens qui ont déjà ouvert le courriel ou qui ont déjà reçu le courriel dans leur inbox. Donc, les chances que ces courriels-là se retrouvent dans les spams sont beaucoup, beaucoup moins grandes. Donc, oui, effectivement, ça peut être un risque. Je vous dirais que votre meilleur indice, c'est regarder votre taux d'ouverture, puis n'abusez pas de cette stratégie-là. Ensuite, comment faire pour avoir un grand nombre de personnes abonnées aux infolettres? Bien, comme je vous mentionnais, je pense que la meilleure qualité d'abonnés à votre infolette, c'est vraiment les gens qui sont sur votre site. C'est pour ça que le pop-up est vraiment intéressant. Maintenant, il y a d'autres stratégies qui vont vous amener plus d'abonnés à votre infolette. Par contre, par exemple, vous pourriez avoir un concours sur Facebook et pour que la personne participe au concours, elle doit s'abonner au courriel, par exemple, pour être une stratégie. Donc, ça serait une possibilité pour vous. Vous pouvez faire des campagnes conjointes peut-être avec d'autres entreprises, c'est-à-dire, regarde, passe-moi ta liste d'abonnés ou permets-moi de passer ma promotion sur ta liste d'abonnés. Les gens vont arriver sur mon site, vont aller, peut-être vont voir mon pop-up, vont s'abonner à mon infolette, puis moi, je vais faire une promotion pour toi avec mon infolette. Ça peut être ce genre de choses-là. Mais vraiment, la meilleure qualité. Les concours, c'est sûr que c'est bien, mais c'est sûr que la qualité au niveau du taux d'ouverture et au niveau des ventes, ça ne sera pas aussi exemplaire que les gens qui sont venus sur votre site web. Question de Maxime maintenant. Est-ce qu'on peut offrir un rabais seulement en magasin avec le pop-up? Vous pouvez le faire, mais tout le monde va vouloir. Mais si vous faites de la vente en ligne, les gens ne comprendront pas. De la même façon que les gens ne comprendront pas que si vous faites un code rabais utilisable par Internet seulement, c'est sûr et certain que vous allez avoir quand même des gens qui vont venir en boutique et qui vont vous demander s'ils peuvent utiliser le code rabais. Donc, oui, vous pouvez le faire, mais oui, par expérience, c'est sûr que ce soit réservé à un ou l'autre, la personne va vouloir essayer de l'utiliser dans un autre endroit, ça, c'est sûr et certain.
Question de Marie-André. Quels sont les moments à privilégier pour envoyer nos courriels promotionnels? Matin, midi, soir et moments à proscrire. Je vous dirais que ça dépend de ce que vous vendez. Tu sais, si vous vendez des produits à d'autres entreprises, des produits plus professionnels, bien évidemment, les heures d'ouverture. Si vous vendez des produits peut-être plus comme des vêtements qui sont du magasinage, puis qui vont demander peut-être un petit peu plus de temps, des produits pour enfants, ce genre de choses-là. Tu sais, surtout, tu sais, je pense surtout tu sais, la maman qui a des enfants de bas âge, bien, elle, entre 8 heures et 10 heures, c'est vraiment le moment où les enfants dorment, puis où elle peut regarder pour le vêtement, où j'ai besoin de tel produit, où je dois organiser la fête de mon enfant, par exemple. Donc, allez-y un petit peu avec ce que vous vendez, mais regardez aussi les taux d'ouverture encore. Ce que vous pourriez peut-être aussi éviter, on dirait qu'à 9 h le matin, tout le monde envoie son courriel. Essayez de l'envoyer à des heures différentes. En envoyant des heures différentes, surtout si vous envoyez beaucoup de courriels, vous allez rejoindre une clientèle qui va être différente. Ceci dit, il y a plein de statistiques là-dessus. Si vous recherchez sur Google, je suis certain que vous pouvez trouver des statistiques sur les taux d'ouverture en lien avec l'heure. Mais gardez toujours en tête c'est quoi le produit que vous vendez. Question de Julie maintenant. Le courriel de demande d'avis peut-il se faire sur le site et sur Google ou Facebook, par exemple? Est-ce que tu conseilles conseilles-tu de le demander à un seul endroit? Ça serait mieux de le demander à un seul endroit. Par contre, vous pouvez changer l'endroit où vous voulez pousser. Peut-être que vous pouvez vous dire sur votre site, je ne le pousserai pas pour tout de suite, mais je vais pousser beaucoup sur Google My Business, par exemple, pour le moment. Donc, je vais demander aux gens systématiquement de le faire sur Google My Business. Puis après 1 mois, 2 mois, bien, vous avez juste à modifier votre automatisation. Puis là, vous allez rediriger vers votre site pour des commentaires sur votre site, par exemple. Donc, allez-y un petit peu avec où sont le plus vos besoins. Mais c'est certain que je vous dirais que les commentaires sur votre site vont aider à la conversion sur votre site. Les commentaires sur Google, mon entreprise, vont aider probablement au trafic ou à votre notoriété en ligne. Un petit peu plus. Donc, j'aurais tendance à penser, tout dépendant des situations, là, mais que probablement Google, mon entreprise, serait peut-être l'endroit à prioriser au début. Question de Karine. Doit-on programmer les automatisations de courriel directement dans notre site ou dans MailChimp? Dans MailChimp. Tout se fait dans MailChimp. Les automatisations, vous avez une section automatisation qui est très, très complète et très facile à utiliser dans MailChimp. Si vous faites du e-commerce, assurez-vous que votre e-commerce est connecté avec votre liste MailChimp. Comme ça, MailChimp va recevoir toutes les informations par rapport à qui a acheté, quel montant, etc., etc. Donc, c'est ça. Et puis, mais toutes les automatisations, ça va faire dans MailChimp ou dans votre gestionnaire d'infolettes. Il y a des petites automatisations, des automatisations système, là, par exemple, confirmation d'achat ou cart recovery dans certains cas peuvent être faits à partir de votre courriel, de votre gestionnaire e-commerce. Mais sinon, ça va être votre gestionnaire d'infolettes qui va faire toutes les automatisations. Maxime demande quels sont les avantages de Klaviyo. Je ne connais pas beaucoup Klaviyo. J'en entends beaucoup parler, j'en entends beaucoup de très positifs. Dans le fond, je pense que c'est des automatisations, entre autres, beaucoup plus avancées. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'avoir Klaviyo? C'est quand même relativement cher. Ça dépend, je vous dirais, du nombre d'abonnés que vous voulez avoir. Je vous dirais qu'un programme comme MailChimp, où il y a plusieurs CyberImpact, par exemple, avant que vous arriviez au bout de ce que vous êtes capable de faire avec ces logiciels-là, vous allez avoir fait beaucoup, beaucoup d'automatisation. Donc, Klaviyo va être efficace, va l'être probablement encore plus que ces logiciels-là, sauf qu'ils vont coûter beaucoup plus cher et que ça vous prend vraiment beaucoup d'abonnés pour dire et d'automatisation pour justifier cette dépense supplémentaire-là. Julie, maintenant, pourquoi les commentaires sur notre site sont désormais vitaux pour le succès de celui-ci? Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est énormément consulté.
En fait, puis vous avez juste à la regarder sur Amazon. Amazon, dans le fond, les gens ne s'en rendent peut-être pas toujours compte, mais le nerf de la guerre, si vous voulez être bien classé, entre autres d'Amazon, les commentaires sont ultra importants. Pourquoi? Parce que c'est très consulté. Si la personne, si vous avez 7, 8, 10 commentaires sur les produits que vous avez, à ce moment-là, vous risquez d'avoir plus une tendance à aller chercher des clients ou à convaincre les clients que votre produit est de qualité. Maintenant, est-ce que les commentaires sont valables pour tous les types d'entreprises? Si vous êtes une entreprise de vêtements, peut-être plus ou moins parce que vos produits changent constamment. Donc, c'est sûr qu'avoir des commentaires sur vos produits, c'est bien. Avoir des commentaires sur des produits qui changent à tous les 3 mois, c'est difficile de les accumuler, si je peux dire. Donc, si vous vendez souvent les mêmes produits, à ce moment-là, ça vaut probablement encore plus la peine pour vous. Si ce n'est pas le cas, allez-y pour Google Mon Entreprise. Question de Karine. Est-ce possible de voir qui exactement a cliqué ou non sur un lien? Le cas échéant, ou est-ce possible d'avoir cette information? Oui, absolument. C'est une information qui est disponible. Dans le fond, si vous allez dans les statistiques de vos campagnes et que vous regardez, par exemple, qui a ouvert ma dernière campagne, bien, ça va probablement vous donner la liste complète de qui a ouvert ou qui a cliqué. Question de Lise. Je travaille avec WordPress. Quel est le plugin le plus intéressant pour installer ça? Installer ça étant quoi? Étant le courriel, étant un pop-up? Si on parle de courriel, je vous dirais qu'en général, la plupart des gestionnaires d'infolettes vont avoir un plugin que vous allez pouvoir tout simplement télécharger dans WordPress. MailChimp, pour ne pas le nommer, là, mais par exemple, va avoir un plugin dans WordPress. Puis, pratiquement tous les gestionnaires d'infolettes ont un plugin. Donc, vous downloadez le plugin et puis ce plugin-là, ça fait quoi? Ça fait que ça met en relation votre WordPress et puis votre gestionnaire d'infolettes, tout simplement. Puis, ça va communiquer les informations e-commerce aussi. Question de Amélie. Comment construire le contenu dans l'infolette? Quoi y mettre? Quelle structure? Oui, c'est une bonne thématique. En fait, j'y ai pensé à l'ajouter, mais c'est quand même assez, à en parler un peu dans la présentation, mais c'est quand même assez complexe. En fait, ce qui est important de garder en tête, c'est que quand vous envoyez un courriel, vous devez avoir un but. Je ne veux pas communiquer 53 affaires à mon client, je veux communiquer une chose. Et votre courriel devrait être fait en conséquence de cette chose-là. Donc, généralement, évidemment, les photos vont être très bonnes. Je vois ça souvent chez des clients, par exemple, ils vont mettre la promotion, ils vont mettre 2-3 blogs qu'ils ont fait, puis ils vont mettre une information concernant les heures d'ouverture. En fait, ça, c'est 3 informations différentes, ça devrait être 3 courriels. Donc, une idée, un courriel. Question suivante. Est-ce qu'il y a une formule pour la fréquence des courriels? Je vends des bijoux, par exemple. Merci beaucoup pour cette présentation. Bien, merci, ça me fait plaisir. En fait, je vous posais la question, combien coûtent vos bijoux? Si ce sont des bijoux 20, 30, 40 $, donc des achats impulsifs, c'est quelque chose que vous pouvez envoyer quand même assez fréquemment. Je vous dirais, vous pourriez envoyer un courriel par semaine sans problème. Tout dépendant du nombre d'abonnés que vous avez et tout dépendant du nombre de produits que vous offrez aussi. C'est sûr que envoyer un courriel avec toujours le même produit, on va à un moment donné, tandis que si vous vendez des bijoux, vous avez probablement plusieurs catégories de bijoux différentes. Vous pouvez avoir des bagues, vous pouvez avoir des bracelets, vous pouvez avoir des chaînes, vous pouvez avoir des boucles d'oreilles. Donc, vous pourriez, si vous avez beaucoup de choix dans vos produits et que les produits ne coûtent pas cher ou sont relativement abordables, c'est quelque chose que vous pouvez envoyer fréquemment. Abonnez-vous à des listes, par exemple, de concurrents qui ont à peu près la même catégorie de produits. Vous avez Pandora aux États-Unis ou K. Jewelers, je ne sais pas trop quoi, il y en a quelques-uns aux États-Unis qui sont très, très gros. Bien, si eux sont dans votre créneau, bien, regardez qu'est-ce qu'eux ils font, qu'est-ce qu'ils annoncent, puis à quel moment, à quelle fréquence ils le font.
Question de Maria concernant les noms ouverts dont tu viens de parler. Comment fait-on pour aller rechercher ces courriels? Dans la même chose, ça va être dans les rapports. En fait, vous pouvez faire un rapport. Dans le fond, vous pouvez faire ce qu'on appelle filtrer votre liste. Donc, vous pouvez dire à votre gestionnaire d'infolette, j'aimerais ça que tu me sortes la liste de ceux qui n'ont pas ouvert ma dernière campagne. Et puis là, il devrait vous sortir cette liste-là. Et puis là, à partir de là, bien là, vous envoyez votre campagne à ces gens-là. Question de Roxane. Avez-vous des suggestions de logiciels pour envoyer, gérer les courriels automatisés? Bien, c'est sûr qu'il y a quelques entreprises québécoises qui le font. C'est sûr que le logiciel qui est le plus connu et qui est le plus utilisé, c'est vraiment MailChimp. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec MailChimp. Je trouve que c'est un logiciel qui est très bien. Par contre, si vous avez déjà un gestionnaire d'infolette et que vous êtes satisfait avec, je vous encourage à le garder. Mais MailChimp, c'est pas mal la référence. Puis ce qui est pratique aussi un petit peu, c'est quand on utilise un outil comme ça, il y a beaucoup d'informations sur le web. Donc, si on a des problèmes, il y a une très large communauté qui va probablement être capable de répondre à vos questions. Question de Mélanie. Ici, on m'a conseillé de trier régulièrement mes abonnés et mettre dans une liste à part les inactifs, ceux et celles qui n'ont rien ouvert depuis 2-3 infolettes, pour augmenter le taux d'ouverture. Est-ce une bonne idée? Si mon taux d'ouverture est trop bas, notre plateforme bloque notre compte, ce qui nous a dirigés vers cette tactique. OK. C'est un petit peu bizarre comme façon de fonctionner. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes. Normalement, votre taux d'ouverture ne devrait pas être devrait pas faire partie d'une condition pour pouvoir envoyer un courriel ou pas. Votre taux de spam devrait être, dans le fond, si vous envoyez trop de spam, ça, c'est sûr que vous pourriez vous faire bloquer votre compte. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, le taux d'ouverture, ça ne devrait pas faire partie. Maintenant, c'est sûr qu'après 2 ou 3 courriels non envoyés, moi, je ne considère pas ça comme un client inactif. Donc, c'est sûr que vous avez une perte d'opportunité à ce moment-là parce que vous n'envoyez pas de courriel à des gens qui pourraient potentiellement acheter vos produits. C'est sûr que pour moi, j'essaierais de voir s'il n'y a pas une autre solution ou quelle est la raison exacte. Si vous avez un taux de spam, peut-être que votre liste n'est pas assez propre, là, si je peux dire. Donc, ça, c'est correct que ces gens-là soient désabonnés. Mais votre taux d'ouverture ne devrait pas être une condition à votre envoi à l'envoi de courriel à vos abonnés. Je ne sais pas si ça change quelque chose à ta réponse, Martin, mais elle précise qu'elle est sur Sendinblue. En fait, je ne connais pas beaucoup Sendinblue, mais j'en reviens à la même chose. Là, votre taux d'ouverture ne devrait pas être une condition. C'est plus le taux de spam qui est important. D'accord. Question de Agathe. Maintenant, est-ce que la majorité des services automatisés sont disponibles sur la version gratuite de MailChimp? Non, en fait, il n'y en a aucun. Si vous voulez des services automatisés, en fait, ce n'est pas vrai. Il y en a un qui est si la personne s'abonne à votre infolette, elle va recevoir un courriel de confirmation. C'est la seule automatisation que vous pouvez avoir. Aussitôt que vous voulez avoir des automatisations avec MailChimp, vous n'avez pas le choix. Il faut que ce soit sur la version payante. Question de Igor. Quel est le meilleur logiciel considérant le prix et les fonctions offertes pour quelqu'un qui a 10 à 20 000 abonnés? C'est une excellente question. Je ne pourrais pas vous dire. En fait, je pense que ce que vous devriez vous poser comme question, c'est quelle est la fréquence à laquelle vous envoyez des courriels. Parce que généralement, il y a 2 types d'abonnements que vous pouvez aller chercher. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un abonnement mensuel qui, lui, va être selon le nombre d'abonnés que vous avez par mois et dans votre liste. Et l'autre, ça va être que vous pouvez peut-être acheter des envois. Donc, vous pouvez acheter 250 000 envois pour X dollars. Donc, tout dépendant de la fréquence à laquelle vous envoyez des courriels, ça va peut-être vous diriger premièrement vers un compte avec paiement mensuel ou un compte avec des achats, un achat de droits d'envoi pour 250 000, par exemple, qui va vous durer 6 mois.
Donc, ça, ce serait la première chose à voir. Ensuite, je vous dirais que MailChimp est peut-être un peu plus cher que la concurrence, généralement. Mais ça serait, je vous dirais, magasiner. Si vous n'avez pas besoin de fonctions avancées, probablement que la plupart des gestionnaires d'infolettes vont répondre à tous vos besoins. Il n'y a pas nécessairement une tonne de différence entre un et l'autre. Si vous avez déjà un fournisseur et que vous êtes satisfait avec, vous êtes satisfait au niveau de ce que ça vous coûte, je vous encourage à continuer avec, tout simplement. Deuxième question de Igor. Est-il intéressant d'investir dans le inbound marketing? Inbound marketing, est-ce que Igor peut préciser sa question? Parce que ça peut être quand même assez large, du inbound marketing. D'accord, je te reviens si j'ai une précision. Question de Julie. Est-ce que tous ces courriels peuvent se faire avec Zoho et Shopify? Zoho, je ne connais pas. Je sais que Zoho ont une suite de courriels, de logiciels. Est-ce qu'ils en ont? Ils font entre autres du e-commerce et gestion de stock. Est-ce qu'ils ont un gestionnaire d'infolette? Pour être honnête, je ne le sais pas. S'ils en ont un, vous allez pouvoir l'envoyer à partir de Zoho. Normalement, il devrait y avoir, si vous avez le CRM de Zoho, dans le pire des cas, si eux n'ont pas de gestionnaire d'infolette, vous allez pouvoir facilement connecter votre infolette avec votre CRM de Zoho. Maintenant, Shopify n'envoie pas de courriel. Les seuls courriels qu'ils vont envoyer, c'est des courriels système, genre de confirmation d'infolette, et ils ont un cart recovery aussi pour certains formulaires. Jean-Sébastien nous informe que Zoho a campaigns.zoho, donc ça serait probablement une intégration que vous pourriez aller chercher. Sinon, avec Shopify, vous devez passer par un gestionnaire d'infolette. Ça veut dire que MailChimp est une solution, mais à peu près tous les gestionnaires d'infolette, dans le fond, vont avoir un plugin qui va vous permettre de vous connecter à Shopify. Question de Sarah. Avez-vous des astuces, par exemple, le premier pas à faire quand on n'a pas encore lancé une campagne d'infolette? Jeune entreprise avec peu d'abonnés. OK. La première chose, en fait, ce serait peut-être d'évaluer est-ce que vous avez est-ce que vous avez une poignée à quelque part? Est-ce que vous avez un petit peu, où est-ce que vous avez de l'attraction? Est-ce que vous avez de l'attraction sur vos médias sociaux? Est-ce que vous avez des visiteurs sur votre site par du référencement organique? Est-ce que vous avez un budget publicitaire? Donc, l'idée, c'est où est-ce que vous pouvez aller chercher du trafic? Et puis ensuite, exploiter ce canal-là ou ces canaux-là, si vous en avez plus qu'un, pour aller chercher votre infolette. Donc, on parlait des médias sociaux tantôt, mais pousser un concours de courriel si vous avez un petit peu de traction au niveau des médias sociaux. Si vous avez un budget publicitaire, c'est sûr qu'en poussant des gens vers votre site web avec la publicité et en ayant un pop-up, ça va vous aider à augmenter votre nombre d'abonnés aussi. Deuxième question de Sarah. Doit-on envoyer des mails différents quand on a deux types de clients, B2B et B2C? Ça dépend des produits que vous avez. Je vous dirais que B2B, généralement, le courriel va pouvoir peut-être être un petit peu plus informatif parce que généralement, ça va être des produits qui vont demander un petit peu plus d'informations, plus de technicalité. Mais on parle, ça dépend encore du B2B que vous avez. C'est sûr que quand on est dans du B2B, on est plus dans du relationnel avec le client. Donc, c'est sûr que peut-être que l'utilisation, encore là, tout dépend de votre entreprise, mais d'émoticônes ou du terme gratuit ou ce genre de choses-là est peut-être moins souhaitable. Mais encore là, ça dépend. Je vous dirais qu'en gros, du B2B, ça risque d'être un petit peu plus sérieux que du B2C. Donc, ça, c'est pour la question. Je vais juste mentionner, c'est vrai, quelqu'un dans le chat a mentionné, j'ai vu passer, que Shopify offre maintenant un outil de marketing dans l'onglet, quelqu'un a mentionné ça, mais dans l'onglet marketing, je pense qu'il y a un onglet marketing dans Shopify. Et oui, ils ont un gestionnaire d'infolette maintenant. Ce n'est pas un gestionnaire d'infolette qui est très, très avancé, mais vous pourriez peut-être regarder cette option-là, effectivement, parce que peut-être que
ça pourrait convenir à vos besoins pour le moment. J'avoue que je n'ai pas beaucoup regardé de mon côté. C'est sûr que c'est quand même relativement basic. Vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités qu'avec un MailChimp, mais ça peut peut-être quand même être une belle option pour vous, là, tout dépendant de vos besoins. Question de Michel. Existe-t-il des trucs pour éviter que notre courriel se retrouve dans l'onglet promotion de Gmail, par exemple? Pas vraiment, non. La seule façon, c'est si la personne décide de ne pas le mettre dans l'onglet promotion. Puis de dire, mais généralement, il n'y a pas vraiment de façon où on peut passer à côté de ça. Question de Karina. Ceux qui ont cliqué sur un lien mais n'ont pas acheté, lorsqu'on les contacte par téléphone, qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, dans le fond, l'idée, c'est que vous n'êtes même pas obligé de leur dire que vous les appelez parce qu'ils ont cliqué sur le lien. Vous pouvez tout simplement leur dire, c'est juste de prioriser ces gens-là pour les appeler. Au lieu d'appeler un qui n'a pas ouvert, bien, vous savez que lui, il est plus hot parce qu'il est intéressé. Fait que là, dans le fond, c'est d'appeler puis de répéter la promotion que vous leur avez envoyée par courriel. Oui, bonjour, vous avez peut-être reçu mon courriel qui parlait de la promotion de 10 en fait, je voulais savoir si vous aviez de l'intérêt de votre côté. Puis là, dans le fond, vous avez probablement un sales pitch là, qui vient avec ça. Donc, ce serait le genre simplement d'appel que vous pourriez faire. Ensuite, on m'avait dit que je devais configurer mes automatisations avec WooCommerce. Ce n'est donc pas le cas. Ben là, je ne veux pas me faire dire encore que je n'ai pas raison, là, parce que finalement, dans Shopify, il y en a. Dans WooCommerce, c'est un programme, dans le fond, qui va vous permettre de faire du e-commerce et, à ma connaissance, ils n'ont pas de gestionnaire d'infolettre. Donc, je ne pense pas que dans la version WooCommerce de base, il l'a. Mais dans WordPress, dans le fond, vous pouvez connecter n'importe quel gestionnaire d'infolettre. Donc, je ne pense pas que c'est par WooCommerce que vous allez pouvoir les envoyer. Encore là, WooCommerce va envoyer des courriels, mais va envoyer des courriels système, genre des confirmations d'achat, ce genre d'achat-là, ce genre de choses-là. Mais n'enverra pas de courriel de campagne d'infolettre, en tout cas pas à ma connaissance. Question de Jonathan. Le courriel de relance, est-ce que ce serait bon de demander pourquoi la personne n'a pas fini, j'imagine ne pas acheter, par exemple, pour savoir si les frais de transport sont trop chers? C'est une bonne idée de poser cette question-là. Par contre, vous allez avoir une excellente façon d'avoir cette information-là. Parce que si vous envoyez ce courriel-là seulement aux gens qui ont abandonné leur carte, il y en a peut-être des chances que vous ayez quelque chose qui soit statistiquement fiable, c'est-à-dire que vous en ayez assez, ben c'est quand même relativement faible. L'autre chose aussi, c'est que souvent, la plupart des frais de shipping vont être affichés dans le site, dans le haut de la barre. Peut-être que la personne, dans le fond, ne s'est même pas rendue aux cartes. En fait, on veut éviter que la personne ait à se rendre aux cartes pour connaître les frais d'expédition. C'est pour ça que vous allez voir souvent dans le haut des sites, il y a ce qu'on appelle une promo bar qui va presque systématiquement dire toujours, mettons, frais d'expédition, 11,95, gratuit à partir de 100 $ ou plus. Donc, pour avoir cette information-là, quand on se pose ce genre de questions-là, il y a des petits logiciels que vous pouvez installer sur votre site web. Si vous avez un petit peu de trafic, ce serait un minimum, par contre. Et vous pouvez carrément faire passer des sondages aux clients. Hey, est-ce que tu pourrais répondre à 5 questions pour m'aider à m'améliorer? Puis là, dans le fond, on a 5 questions très simples, puis ça va nous donner une bonne idée de la raison pour laquelle les gens ne poursuivent pas leur achat. Donc, y aller par courriel, puis de l'offrir, pas par courriel, mais par petit sondage qui va popper dans votre fenêtre, puis qui va s'offrir à tous les visiteurs, serait probablement une meilleure façon de répondre à cette question-là. Peut-être deux dernières questions, Martin. Est-ce que tu es d'accord? Oui, 2 petites dernières. Quelle est la différence entre contact et abonné? On est facturé avec MailChimp sur la base des contacts, qui est beaucoup plus élevé que le nombre d'abonnés. C'est une bonne question. Je ne saurais lui répondre. Je ne pourrais pas répondre rapidement comme ça. Dans le fond, j'essaierai de voir c'est quoi la différence entre les contacts et les abonnés, parce que s'il y a une différence, je crois que le contact, c'est tous les gens qui se sont déjà abonnés à votre liste. Puis les abonnés, c'est les gens qui sont présentement abonnés à votre liste. Donc, vous pourriez,
je vous dis ça sous toute réserve, là, mais vous pourriez avoir, par exemple, 5000 personnes qui se sont abonnées, qui sont dans votre liste de contacts, mais il y en a 300 qui se sont désabonnés, donc vous vous retrouvez avec réellement 4700 abonnés pour 5000 contacts. Donc, c'est peut-être ça qui est la différence là, dans MailChimp. Quelle est la longueur optimale d'une infolettre hebdomadaire? Je vous dirais qu'il n'y en a pas. Je vous dirais que ça dépend de l'information que vous avez à communiquer. Ça se peut avoir un courriel qui est un petit peu plus long. Ce qui est important, c'est de toujours garder une idée, un courriel. Okay? Donc, mon sujet est XYZ, mon courriel va être XYZ, il ne sera pas ABC, là. Ça va juste être XYZ. Si vous pensez qu'il y a de l'information qui est pertinente à mettre dans votre courriel, puis que ça allonge votre courriel un peu, tant que c'est pertinent, c'est jamais trop long. Ce qui est trop long, c'est quand ce n'est plus pertinent. Est-ce que tu veux encore une autre question, Martin? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut configurer sur le site Web pour que l'option e-commerce dans MailChimp fonctionne? Notre site transactionnel est fait avec WordPress et WooCommerce. Normalement, ça devrait se connecter automatiquement. Normalement, ça devrait se connecter automatiquement. Vous pouvez connecter une liste. La chose, je sais qu'avec Shopify, on ne peut connecter qu'une liste en version e-commerce. Donc, peut-être qu'elle est connectée sur une liste, mais qu'elle n'est pas connectée sur les autres. C'est peut-être la même chose si vous connectez avec WordPress ou WooCommerce. Mais normalement, si vous utilisez le plugin de MailChimp dans WordPress, à ce moment-là, toutes les informations vont être envoyées à MailChimp. Merci beaucoup, Martin, pour ta présentation, pour toutes ces réponses aux questions. L'enregistrement du webinaire va être disponible sur la chaîne YouTube du CQCD, puis il va être, le lien d'accès à cet enregistrement-là va être partagé par courriel à tous les inscrits. Je veux juste mentionner aussi, je donne parfois des formations gratuites. Donc, si vous êtes intéressé à être informé, il y a deux solutions pour vous. Vous pouvez aller sur mon site mamarketing.ca puis vous inscrire à mon infolette. Ou sinon, vous pouvez aussi me faire une demande, un request sur LinkedIn. Je partage toujours, je ne suis pas très actif sur LinkedIn, mais je partage quand j'ai des webinaires gratuits, je les partage là-dessus. Donc, moi, c'est complet, Sarah, de mon côté. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? On veut peut-être remercier une dernière fois la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec absolument. et puis le CQCD d'avoir rendu cette présentation-là possible. Je pense que c'est là-dessus que ça se termine. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été là.